Pression et statique des fluides, ça veut dire, je vais étudier, quand je dis statique des fluides, ça veut dire le système se trouve en état statique. On n'a pas d'écoulement d'un point à l'autre. Quand je dis d'écoulement, ça veut dire, par exemple, lorsqu'on a un fluide qui passe dans un tuyau d'un point à l'autre. Par exemple, on a un réservoir ici, comme ça, et là, on a un robinet, voilà. Et là, on a l'écoulement de fluide. Ça s'appelle dynamique des fluides. Mais lorsqu'on a juste une bassine, par exemple, et dedans, on a une quantité de fluide dans un état statique, ça s'appelle statique des fluides. Voilà. Tout d'abord, on va étudier statique des fluides lorsqu'on a la vitesse du fluide est égale à 0. C'est le premier point. Le deuxième point, on va étudier euh, le système dans un état idéal. On ne va pas étudier maintenant l'état réel. Quand je dis l'état réel, ça veut dire on prend en compte la viscosité du système. Ici, dans l'état idéal, on peut dire PV est égal nRT. Ça veut dire on a la collision est euh, à peu près négligeable. On peut utiliser la relation entre la pression, le volume, le nombre de moles, le constante R et la température T. On peut commencer tout d'abord avec la définition de la masse volumique. Vous savez bien, juste la masse volumique est simplement est définie comme la masse par unité de volume. Masse volumique, notation, ρ est égal à M divisé par V. M, c'est la masse en kilogrammes et le volume en mètres cubes. Alors, c'est la première expression de la densité, ou pardon, de la masse volumique. Aussi, on peut utiliser PV est égal à nRT pour calculer la masse volumique ρ en fonction de la masse molaire, grande M, de la pression P, de constante, s'appelle constante universelle des gaz parfaits, R, qui est égal à 8,314 joules par mol kilo Kelvin, et on a la température T. Comment peut-on trouver cette relation? On peut commencer par PV est égal à nRT. N, le nombre de moles, est égal à la masse divisée par la masse molaire fois RT. On peut mettre le volume V en bas pour obtenir la pression est égale petite m divisé par V grande M RT. Vous savez bien que petite m divisé par grande M, c'est la masse volumique. On peut l'écrire comme ça pour obtenir finalement ρ est égal à la masse molaire M fois P divisé par T. Alors simplement, juste deux relations, deux expressions importantes de la masse volumique. On peut aller plus loin pour calculer la densité. Vous savez bien, la densité s'appelle densité ou la densité relative. C'est une quantité physique sans dimension. Ça veut dire on n'a pas d'unité. Tout d'abord, c'est le rapport des densités ou des poids. Lorsqu'on a tout d'abord un système de gaz, on peut calculer la densité qui est égale à la masse volumique du gaz étudié, divisé par la densité ou la masse volumique de l'air. Ok, on a des conditions, on parlera de ça plus tard. Cette division est égale à la masse molaire du gaz divisé par la masse molaire de l'air. Si on prend la densité des liquides, ok, n'importe quel liquide, ça peut être de l'eau,
de l'huile, de gaz, de l'eau, de l'huile, de mercure en état liquide. Par exemple, la densité est égale à la densité de liquide divisé par la densité, la masse volumique de l'échantillon divisé par la masse volumique de l'eau. Vous savez bien que la masse volumique de l'eau est égale à 1000 kg par mètre cube ou est égale à 1 gramme par centimètre cube. Alors, simplement, c'est une petite révision de quelques définitions. On peut parler maintenant de la pression en général. Vous savez bien que la pression est définie comme la force par unité de surface S. En général, par exemple, je prends un plan, lorsqu'on a un plan, et sur ce plan-là, on a un objet. Vous savez, cet objet rectangulaire, on peut dire comme ça. Voilà. Soit j'aimerais bien voir le fond. On peut dire, par exemple, voilà, on a celui-là, comme ça. Et dedans, c'est comme ça. Alors, l'objet ou cet objet a une surface en bas est égale à A, est égale à petite a fois petite b. La surface en bas, on peut dire, c'est le contact entre l'objet et le plan. Se trouve sur la surface A. Comme l'objet a un poids P qui est égal à M fois G, alors on a une pression exercée par ce poids sur le plan. P est égal F exercé qui est égal M fois G divisé par S ou A. OK? Divisé par A. Normalement, on peut utiliser cette expression P égale F divisé par S seulement lorsque la pression est constante sur la surface. Ça veut dire qu'il faut que la pression sur chaque point est la même. OK? Il faut avoir le même. Si la pression n'est pas la même, on ne peut pas utiliser cette relation. Il faut avoir une autre méthode. Si je prends un petit exemple, on prend par exemple un récipient. On a de l'eau dedans. Et voilà, c'est un récipient comme ça, pareil. Voilà. Voilà. Dedans, il y a une quantité d'eau. Euh, sur le fond du récipient, on a une surface A. Alors, le poids de l'eau est posé sur le fond de la bassine du récipient. Alors, comme c'est un plan horizontal, homogène, alors la pression est constante sur chaque point sur le fond de la bassine. On peut dire que la pression ici est la même que ici. Voilà, elle est constante. Alors, P1, voilà, on peut dire là, c'est P1 exercé sur le fond de la bassine est égal à F1 divisé par A. On peut l'appliquer. P1, alors on a F1. F1, c'est la force totale exercée par cette quantité d'eau sur le fond de la bassine. OK, c'est la force totale. On peut dire finalement que cette force totale est égale à P1 fois
Très bien. Mais si on prend le côté latéral de la bassine, vous savez bien que la pression n'est pas constante. Si on prend cette surface, OK? Sur cette surface, vous savez bien que la pression augmente avec la profondeur. Chaque fois la profondeur augmente, on a la pression augmente parce que la quantité de l'eau exercée sur le paroi interne augmente. Alors, pour, euh, alors, on a la pression qui n'est pas constante si on dit que cette surface S, OK? On a la hauteur, OK, n'importe quelle hauteur et largeur. Finalement, on a la surface S. Comme la pression n'est pas constante dessus, on ne peut pas utiliser cette relation pour calculer la force totale exercée par l'eau sur la paroi interne de la bassine. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai dit? On prend une portion de cette surface où la pression dessus est constante. Vous savez bien que cette portion est delta S. La force exercée sur delta S est égale à delta F. Alors, on a delta F appliqué sur delta S. Et la pression ici, elle est constante. Alors, on peut appliquer P est égal, P sur ce point-là est égal à delta F divisé par delta S, où P est constante sur chaque point de delta S. Alors, tout ce que j'ai dit maintenant est bien expliqué ici. On peut évaluer lorsqu'on a une variation de pression en fonction de hauteur. On peut dire que on peut évaluer la force delta F sur un élément delta A ou dA. Comme la pression doit être la même à au- tous les points situés à une même profondeur, on peut dire que P égale delta F divisé par delta S. OK, on peut ajouter un point ici que lorsqu'on a un récipient, on a un milieu fluide et dedans, on a deux points se trouvent au même niveau et aussi en même liquide, on peut dire que la pression est la même. Par exemple, si je dis ici, je donne simplement un récipient, un lac, par exemple, avec plusieurs hauteurs, profondeurs. Euh, vous voyez bien que les points A, B, C, D, E, F, G se trouvent en même hauteur. Regardez, je fais une ligne horizontale. Et ici, on a l'eau. On a d'eau. Et en bas, on a une quantité de mercure. Alors, A, B, C, D, E, F, G se trouvent au même niveau et dans un même liquide. Alors, on peut dire ici que PA est égal à PB est égal à PC est égal à PD est égal à PE est égal à PF est égal à PG. Mais si on regarde bien ici le point H et le point I, H et I se trouvent dans deux liquides différents. Alors, malgré que le niveau de H est égal au niveau de I, mais on n'a pas le même liquide. Alors, P de H n'est égal pas à P de I. Autre point à expliquer ici, toujours la pression prend la direction perpendiculaire avec le plan, avec le point. Par exemple, la pression du point B fait l'angle 90 avec le mur. OK? Pareil, PA, pareil, PD et PE. Comme
PA est égal à PB est égal à PC, à PD comme module, mais ils n'ont pas la même direction. On peut dire ici que la pression, c'est une quantité scalaire. C'est une pas quantité vectorielle. Ne dépend pas de la direction, du sens de la pression. Juste, on parle d'une quantité scalaire. OK. Ça, c'est à propos de le même niveau, même liquide, on a la même pression. Et vous voyez ici que la pression augmente avec la profondeur. Chaque fois on descend en bas, on voit que la pression augmente. On a un problème, on va expliquer, on va calculer les centres de pression qui se trouvent sur ce mur, qui supporte la pression de l'eau. OK, on peut juste expliquer la pression absolue, la pression manométrique et la pression de vide. Simplement, je vais expliquer tout d'abord c'est quoi la pression absolue. Simplement, c'est la pression mesurée à un point donné. On peut dire la pression réelle, ok, ou actuelle, plutôt actuelle. Ça veut dire on mesure cette quantité en fonction de vide, la valeur absolue de vide. On peut dire simplement c'est la valeur mesurée d'un point. Par rapport à la pression manométrique, si on mesure la pression en un point et on trouve que cette pression, comme celui-là, là, on peut dessiner le niveau de la pression atmosphérique, P atmosphérique, qui est égal à 10 puissance 5 pascal. Si la mesure ou si la pression mesurée elle est plus grande que la pression atmosphérique, comme ce cas-là, comme vous voyez ici, la pression absolue, elle est plus grande que la pression atmosphérique. Et là, on a P est égal à 0. Quand je dis P est égal à 0, ça veut dire P est égal à 0, ça veut dire que on a un vide, la pression dans un vide. On peut parler de la pression manométrique. La pression manométrique, on dit en anglais gauge pressure, P manométrique est égal à la différence entre la pression absolue, P absolue, moins P atmosphérique. OK? Là, si la pression absolue elle est plus grande que la pression atmosphérique, on parle de la pression manométrique. Mais si la pression elle est plus petite, comme celui-là, la pression absolue elle est plus petite que la pression atmosphérique, on parle de la pression de vide, P vide, qui est égale à la pression atmosphérique moins la pression absolue. Juste des définitions, on va parler de la pression manométrique dans les... Là, on parle de la pression en un point. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on a un récipient, on dit par exemple un grand récipient, et dedans, je veux calculer la pression en un seul point. On a dit tout à l'heure que la pression toujours ne dépend pas de la direction, du sens. Alors, c'est une valeur scalaire. Alors, en un seul point, on a la pression de toutes les directions, dans tous les sens. Vous voyez, la pression se trouve de tous les sens. Alors, c'est une valeur scalaire, pas vectorielle. La pression en un point ici, dans un fluide, est la même dans toutes les directions et toujours la pression est perpendiculaire sur le paroi. Ça veut dire ici, ça fait 90. Là, pareil, dans n'importe quel point doit être
fait l'angle 90 avec le plan. Si je dis là, par exemple, je prends un point là et on a la pression P en ce point-là. Si je mets ma main comme ça, par exemple, alors la pression en ce point-là sera vers le bas. Si je mets la main comme ça, va être vers le haut. OK? Alors, la pression, toujours dirigée vers le plan. Et si je mets ma main comme ça, la même pression va être dirigée comme ça. Et pareil, de l'autre sens. Alors, toujours, on peut calculer la pression et ne dépend pas du vecteur. C'est pas une valeur vectorielle. Alors, là, on veut bien calculer la variation de la pression en fonction de la profondeur. Écoutez, en général, vous pouvez utiliser directement si on a un récipient et on a un état statique, la différence entre la pression de 2 points, par exemple, on a ces points-là et ces points-là, on peut dire point 1 et point 2. Là, par exemple, on a point 3. On a de liquide, par exemple, on a de l'eau dedans. C'est quoi la différence entre 1 et 2 ou 1 et 3 ou entre 2 et 3? OK? Dans n'importe quel récipient avec différentes hauteurs, on peut calculer la différence de pression entre plusieurs points. Par exemple, entre le point 1 et le point 2, on peut dire le point le plus bas, c'est le point 1. Ça veut dire, là, on a l'origine. Là, on peut dire on a Y. Et là, on a X. OK? Entre le point 1 et 2, le point le plus bas, c'est le 1. Alors, P de 1 moins le point le plus haut, c'est P2, est égal à rho G fois H. H, c'est la hauteur entre le point 1 et le point 2. On peut dire, voilà, c'est entre les deux. On peut dire est égal à H2 moins H1. OK? H2 moins H1 est égal à H1, 2. On peut dire comme ça. Voilà. Alors, le point le plus bas est égal le point le plus haut plus rho G fois H1, 2. Ça veut dire quoi ça? Si on simplifie la situation, on a point 1, on a point 2. Ça veut dire, sur le point 1, il y a tout d'abord une quantité d'eau qui se trouve, je parle maintenant entre le point 1 et le point 2. Il y a une quantité d'eau qui se trouve entre les deux. Voilà, cette quantité d'eau. La pression exercée par cette quantité est égale à rho G H1, 2. Vous savez bien que rho G H, c'est le poids de cette quantité d'eau. On parlera de ça, je vais vérifier ou je vais trouver cette relation après. Mais juste maintenant, vous comprenez bien c'est quoi cette quantité. C'est le poids, c'est la pression exercée par cette quantité d'eau sur le point 1, plus la pression en point 2. Alors ici, on a cette quantité de l'eau exercée sur le 1, plus la pression qui se trouve en point 2. Toute la pression qui se trouve en haut sur le point 2, plus la quantité de l'eau, voilà, on peut calculer P1. Simplement, P bas est égal à PO plus rho GH. OK, maintenant je vais trouver cette expression. Simplement pour trouver cette expression, ce qu'on fait,
on peut imaginer dans un récipient rempli de l'eau, on peut imaginer une portion de liquide se trouve à l'intérieur. On peut dire une quantité rectangulaire de volume V, comme ça par exemple. On peut imaginer dedans, il y a ce volume. C'est pas un objet. Là, on a de l'eau en état statique. On peut regarder dans l'eau. Voilà, on regarde le récipient. On peut imaginer il y a une quantité de ce liquide, voilà, de l'eau, se trouve à l'intérieur en état statique. Alors, on parle de l'eau qui se trouve dans l'eau. Une portion de l'eau se trouve dans le récipient de l'eau. Voilà, juste on regarde le récipient qui est rempli de l'eau. On peut imaginer cette portion rectangulaire de l'eau qui se trouve dedans, qui est en état statique. Alors, cette quantité de l'eau qui se trouve dedans, alors on peut voir celui-là. Voilà. Ici, cette quantité, on a la surface A en haut et en bas aussi. Voilà. On a la surface A en bas. Là, je veux calculer la force totale exercée sur cet élément. Mais juste, je veux appliquer l'équation de Newton dans la direction de Z, simplement. Je ne veux pas prendre les forces en fonction du X. Parce qu'en fonction du X, cette force est éliminée par celle-là. Et celle-là par celle-là. En total, toutes les forces exercées à droite est égale à toutes les forces exercées par côté gauche. On peut éliminer X et Y. Mais par contre, en fonction de Z, on ne peut pas éliminer. Pourquoi? Parce que la pression en ces points-là, vous savez bien que tous ces points-là se trouvent là en la même pression. On a parlé de ça. Le même niveau, le même liquide, la même pression. OK? Ça veut dire la pression ici, c'est la même ici, la même ici, la même ici. Voilà. Si on a un point 1 ici ou un point 2, on peut dire que PA est égal à P2. Là, par exemple, la force appliquée sur la surface en haut est égale à F2. Voilà. On a F2 appliqué par l'eau sur la surface en haut. Comme on a F2 et on a une surface A, alors on a une pression P2 exercée en haut. Et en bas aussi, sur le côté en bas, il y a pareil une, une pression P1. Vous savez bien que P1 elle est plus grande que P2 parce qu'avec la profondeur, P1 elle est plus grande que P2. P1, si on met ici un point 1 et là un point 2, vous savez bien que P1 est égal à P2 plus ρ G H. Alors P1 elle est plus grande que P2. OK. On peut dire là, on a P1, on a F1. Et en haut, on a P2, on a F2. Et en plus, on a le poids du système. On a les poids. OK? On revient. On peut appliquer toutes les forces exercées sur le système. Tout d'abord, on a F1. F1 est égal à P1 fois la surface qui est égale à delta X fois delta Y. Vous savez bien que la surface est égale à delta Y ici fois delta X. On a le A. Pareil pour P2 en bas. On a, le contraire. On a ici P2 fois delta X fois delta Y. Ça donne F2. Et en bas,
on a F1 qui est égal à P1 fois la surface qui est égale à delta X fois delta Y. OK? Plus le poids, vous savez bien que le poids est égal à M fois G. M est égal à ρ fois V fois G. V, le volume, est égal à delta X, delta Y et delta Z. OK? Fois ρ fois G. Simplement, on fait le calcul. Après, qu'est-ce qu'on fait? On divise toute l'expression par delta X, delta Y, delta Z. On arrive à P2 moins P1 est égal à moins ρ G fois delta Z. C'est quoi P2? C'est le point en haut. P1, c'est le point en bas. On peut dire dans ce cas-là que P, on peut simplifier l'expression pour arriver à l'expression finale que P bas est égal à PO plus ρ G delta Z. OK, on va faire plein d'applications sur cette expression. On comprend bien après. Théorème de Pascal, où on dit que la presse hydraulique. Simplement, qu'est-ce qu'il dit, théorème de Pascal? La pression appliquée à un fluide est transmise intégralement à tous les points du fluide et aux parois du contenant. Ça veut dire quoi? Si je prends ici un tube en forme U, voilà, et dedans on a un liquide, tant qu'on n'a pas, on a la même pression atmosphérique côté gauche et côté droit, alors les mêmes pressions ici et ici, c'est P atmosphérique P0, P atmosphérique P0, alors on a les mêmes niveaux à droite et à gauche. Alors, là, par exemple, si vous voulez calculer, juste un exemple pour calculer la pression en point A, par exemple ici, on peut dire là, pour calculer PA, on prend 2 points pour appliquer PO, P bas est égal à ρGH. OK? On peut prendre par exemple le point A et le point B. Pourquoi B? Parce que PB est égal à P0. OK? Le point le plus bas, PA, est égal le point le plus haut, PB, plus ρ fois G fois H. Voilà. Pareil, si je prends au même niveau un point ici, B, comme on a le même liquide, on a le même niveau, on peut dire là que PB, ah non, j'ai pris, on peut dire là PA', ok? PA'. Et là, je prends B et B', ok? Pareil, PB moins PB', je peux prendre le point B et le point B', est égal à ρ G fois H. Celui-là entre A et celui-là entre B et B'. Comme A et B ont le même niveau, on peut dire que PA est égal à PP. Alors, on revient au théorème de Pascal. Si on ajoute une pression, cette pression va transmettre intégralement à tous les points à l'intérieur du système. Ça veut dire quoi? Si on applique ici une force appliquée, on met un petit piston, on applique une force F1 sur ces côtés-là. OK? Alors, comme on a F1, et là, on a une section A1, là, on a une section A2, c'est la section cylindrique du tube. Alors, on a F1 appliqué sur une surface
A1, alors on a P1. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? On ajoute une pression externe sur le milieu. Lorsqu'on ajoute une pression P1, et vous savez bien que P1 est égal à F1 divisé par A1, cette pression va se déplacer, va être appliquée sur tous les points à l'intérieur. Alors, si on prend ici le point A, on peut dire que maintenant que PA est égal à PB, comme avant, est égal à PB, pardon, est égal à PA', qui est là, plus GH, plus la nouvelle pression ajoutée qui est égale à P1. Alors, P1 va être ajouté sur toutes les pressions. OK? Alors, on continue. Cette pression va transmettre à l'intérieur. Ça passe partout, 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 à droite, dans tous les points. On a P1. Ça arrive ici. Si ici, on applique un piston, et là, on a P1 qui passe de ce point-là à ce point-là. Alors, P1 est appliqué sur une surface A2 beaucoup plus grande. Alors, on a la relation P1 est égal à F2 parce qu'on n'a pas la même surface, divisé par A2. P1 est égal à P2. On peut dire que F1 divisé par A1 est égal à F2 divisé par A2. On peut dire que, finalement, on peut dire que F2 est égal à F1 fois A2 divisé par A1. Ça veut dire quoi? Lorsque A1, comme vous voyez ici, c'est une petite section, alors la valeur, comme ça c'est très petit, en bas, alors F2, elle est beaucoup plus grande. Si on applique une petite force fois A2 sur A1, on aura une grande force. C'est le même système de cric. Vous savez, le cric, on l'utilise pour enlever la voiture. On pousse sur un petit piston, ça enlève pour enlever un grand piston avec une grande voiture. Alors, on applique une petite force sur le petit piston et ça donne une grande force sur le grand piston. C'est le principe de la presse hydraulique. Voilà, c'est le principe de Pascal. Là, par exemple, je donne un petit exemple. Initialement, on a la pression atmosphérique P0 appliquée sur le plan ici. Voilà. En point A, pour calculer PA, on prend un point ici, B. Vous savez bien que B, il est en contact avec l'atmosphère. Alors, PB est égal à P0. Alors, PA, le point le plus bas, est égal à P0 plus rho GH. Ça, ici. Si on applique une pression, on ajoute une pression externe, c'est la loi de Pascal, qu'est-ce qu'il dit? Il faut ajouter cette quantité de pression sur tous les points. Alors, PA égale P0 plus rho GH plus P ajouté. Voilà.